de présenter les membres de la coalition de HIC. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans pour lier les questions de l'habitat avec des questions des droits de l'environnement et la justice climatique. Je suis très contente que nous avons avec nous dans la réunion des facilitateurs de différentes régions. Nous avons 6 facilitateurs aujourd'hui et en plus des chargés de l'apprentissage, nous avons Diana et Areli de l'Amérique latine. Et avec nous, il y a aussi des personnes très appréciées. Euh, Nous avons eu d'autres sessions par le passé. Nous pourrions faire la synthèse. Nous avons eu une session le 5 octobre nous avons eu une séance pour discuter la justice climatique et définir la justice climatique. Et puis, sur le changement climatique, dans la deuxième session, nous avons discuté des questions par rapport aux droits humains et comment nous considérons la justice climatique de l'angle de droits humains et des régions différentes. Nous avons eu des présentations, par exemple, de l'Europe, 7% des participants. De Moyen-Orient, nous avons eu 6% des participants et la plus grande partie était de l'Amérique latine, qui était la majorité de l'Amérique latine. Je dirais dans la deuxième question, où nous avons parlé de la justice et les droits humains de la perspective juridique pour la justice climatique. Comme vous voyez sur l'écran, vous pouvez voir la représentation. Parmi les présentateurs, il y avait David Williams, Eric Okwaichu, Dr. Mbononga Marie, et c'est eux qui ont touché ou qui ont abordé les questions spécialisées sur comment on pourrait considérer le changement climatique avec un angle sur le droit humain. Chers participants, dans cette troisième session, nous allons aborder le sujet des approches, d'autres approches. Nous allons parler des défis auxquels font face différentes personnes. Comme vous voyez, aujourd'hui, on aura des témoignages du terrain, des vraies expériences qui vont former la base pour nos sessions et pour pouvoir parler de comment on perçoit les changements, les similarités, nos défis, nos luttes et quelles sont les mesures, solutions et stratégies qu'on pourrait utiliser pour travailler avec d'autres organisations. Et il y aura une séance particulière sur les approches pour aborder ou travailler avec la société civile et comment on pourrait travailler avec des secteurs différents à travers des régions différentes. Et je vous souhaite le bienvenu encore. Je suis très contente d'être parmi vous et de voir des amis de régions différentes et des lieux différents qui travaillent sur la justice climatique. Je passe la parole à mon ami de l'équipe des facilitateurs. Franck, je vous passe la parole pour commencer la séance. Je suis très content que nous allons travailler ensemble. Merci, Allah. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à nos intervenants. Bonsoir à toute l'équipe facilitateur de l'espace co-passage.
sur la justice climatique. Je me permets, pour commencer, de vous présenter les réponses asynchroniques que nous avons pu obtenir des participants. Dans un premier temps, il a été demandé de partager toute histoire réelle de lutte contre le changement climatique. Deuxièmement, quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour défendre la justice climatique? En troisième point, quels sont les défis que vous avez rencontrés dans votre plaidoyer pour la justice climatique? Et la quatrième question, existe-t-il des chansons locales sur les régions concernant l'eau, le climat et la nature dans votre région qui sont utilisées pour mobiliser l'action? Donc, voici les 4 questions asynchroniques que nous avons pu relever. Et nous avons eu un cas en Tunisie avec le projet FENA Climat, Gender and Climate Finance. C'est un projet d'intégration de la dimension des genres dans le financement de la lutte contre le changement climatique, les femmes dans l'activisme climatique, les solutions proposées par les jeunes. L'objectif est d'aborder la question de la justice climatique et de renforcer le financement de la lutte contre le changement climatique au profit des acteurs locaux travaillant sur des projets qui soutiennent les femmes rurales en tant que bénéficiaires finaux. L'action, c'est les efforts de sensibilisation au niveau local et national avec la collaboration avec les parties prenantes et les décideurs. Le but est de veiller à ce que la perspective des gens soit systématiquement prise en compte dans toutes les initiatives nationales de financement de la lutte contre le changement climatique, contribuant ainsi à une participation plus équitable et en particulier des femmes rurales à ces programmes essentiels. On passe à la deuxième diapo. Daina. Alors, la deuxième diapo nous parle toujours au niveau de ce projet sur l'environnement en Tunisie. La deuxième diapo nous parle de l'approche à multifacettes qui met forcément l'action sur les voies et les besoins des personnes les plus touchées par le changement climatique, en particulier les femmes rurales. L'écoute active des communautés locales afin de prendre les défis, afin de comprendre les défis qui leur sont propres, le partage des connaissances et des expériences afin de sensibiliser, de rechercher, de promouvoir les solutions locales adaptées à leur contexte et de mettre en place des programmes de formation et aussi promouvoir des solutions locales adaptées à leur contexte et s'engager dans les actions de plaidoyer au niveau national auprès des décideurs politiques et des institutions publiques. La troisième diapo, Daïda, la troisième diapo. Oui, la troisième diapo. La troisième diapo nous parle de... Elle a été remise tout à l'heure par Daïna. Il est question... Donnez-moi une seconde. Oui, la troisième diapo parle de la dimension, de l'intégration de la dimension des gens dans le financement de la lutte contre les changements climatiques, les femmes dans l'activisme climatique, les solutions proposées par les jeunes. Les questions d'aborder la question de justice climatique, renforcer le financement de lutte contre les changements climatiques au profit, les efforts de sensibilisation au niveau local, veiller à ce que la dimension des gens climatiquement soit prise en compte dans le financement de la lutte contre le changement. Franck, votre micro était coupé. Franck, si vous pouvez parler, on Oui. ne vous reçoit pas. Allez-y.
OK. Alors, je disais, j'ai présenté les questions asynchroniques et j'ai pris le projet FENA Climat en Tunisie et avec 3 diaspos, j'ai expliqué un peu quelques approches utilisées par ce projet en Tunisie. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit clairement. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux passer à l'autre phase, celle de présenter le premier intervenant, si nous sommes en phase? Est-ce que je peux inviter? Oui, allez-y, Franck. OK. Alors, Présentez notre premier intervenant. OK. Notre premier intervenant s'appelle Emmanuel Osuteye. Il est un chercheur environnemental, social et juridique qui se passionne personnellement et professionnellement pour le développement durable dans les pays en développement et en particulier en Afrique. Il possède une formation pluridisciplinaire en sciences naturelles et sociales et il travaille dans le contexte de la politique et de la réglementation environnementale, de la gestion des ressources, de l'adaptation au changement climatique et des questions sociales connexes. Emmanuel a une grande expérience de la recherche et du conseil dans plusieurs pays africains, dont la Sierra Leone, le Ghana, le Bénin, le Nigeria, le Kenya, le Malawi, l'Ouganda, la Tanzanie et la Gambie. Il apporte régulièrement des contributions techniques au processus de formulation et de mise en œuvre des politiques de développement durable. Le docteur Emmanuel interviendra donc sur le thème de l'identification des solutions, les mesures, les politiques et les stratégies par les communautés, les organisations de la société civile et les gouvernements. Le docteur Emmanuel disposera donc de 15 minutes. Bienvenue, docteur Emmanuel, à vous la parole. Nous vous écoutons. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole et merci de m'avoir donné l'opportunité de partager avec le groupe la troisième session de cet espace de co-apprentissage qui passe beaucoup plus de la politique à des conversations beaucoup plus pratiques. C'est un sujet assez vaste. Nous analysons les luttes et les stratégies de justice climatique au sein des contextes et régions, identifiant des solutions, des mesures, des politiques et des stratégies par des communautés, des organisations de la société civile et des gouvernements. J'espère que dans le temps qui m'a été accordé, 15 minutes, je vais vous donner un goût pour ouvrir la conversation et élargir les idées que nous devons faire quelque chose autour de cette crise climatique. Nous devons agir parce que c'est une question de justice. La question, comme est récapitulatif, si vous voulez, de la raison pour laquelle nous devons résoudre les problèmes liés à la justice climatique, c'est que le changement climatique est transversal et il se répand partout. Ce n'est pas seulement une crise climatique et environnementale. Il existe des préoccupations sociales et politiques à cause des lourds fardeaux disproportionnés. Et je crois que vous en avez évoqué lors des 2 sessions précédentes. Les gens sont touchés de façon différente. Les gens qui ont les moindres ressources et qui contribuent le moins sont affectés le plus par les effets de ce changement climatique. Nous devons analyser la justice climatique car toutes les questions liées à la justice sont interconnectées. L'interconnexion de la lutte n'a pas seulement des avantages pour l'environnement, mais aussi pour avoir un environnement équitable et plus juste. Nous devons aussi réfléchir sur le fait qu'il existe les responsabilités différées et la justice climatique ne touche pas seulement sur la question de pointer du doigt, mais les peuples et les acteurs ont des capacités et des rôles différents à jouer, tant historiques que présentement. Et il faut penser au pouvoir d'agence et ne pas le pouvoir de causer, avoir des victimes. Les personnes qui portent le lourd tribut ont un rôle à jouer et peuvent faire quelque chose en la matière. La diapositive suivante, si nous regardons toute cette pléthore des personnes qui doivent agir pour nous permettre d'identifier des solutions, des politiques et des pratiques, nous pouvons
passer de niveau international et intergouvernemental jusqu'au niveau des ONG, des OSC et des organismes communautaires de base, jusqu'au niveau de la communauté locale. Et ça, c'est pour vous donner un petit aperçu. Si nous avons identifié qu'au niveau international et intergouvernemental, le grand éléphant dans la salle, dans la résolution des problèmes liés au changement climatique et à traiter le déséquilibre ou l'injustice dans notre histoire, c'est que il faut parler de l'argent, il faut parler de financement, il faut penser aux nouvelles approches, nouveaux investissements et nouvelles finances qui atteindront les plus vulnérables. Alors, comment est-ce que l'argent va couler au plus bas? Je viens d'avoir une réunion avec les gens de la CEDEAO qui ont parlé des versements de l'eau d'un barrage ghanéen qui se déverse vers le Togo et ça a touché 15 000 habitants. Comment est-ce que le 1 million de dollars qui sera décaissé dans les semaines à venir va vraiment arriver au niveau des membres de la communauté? C'est à nous de réfléchir sur des mesures et des solutions. Il faut penser à éliminer des barrières injustes. Si vous regardez le grand éléphant dans la salle en ce qui concerne l'argent, il faut promouvoir les mécanismes de transparence et d'accessibilité pour assurer que les personnes vivant dans les pays qui se trouvent dans le sud puissent avoir accès à ces fonds. Si vous travaillez avec les gens qui traitent à des questions d'action climatique et de la planification sur l'adaptation climatique, c'est un grand cauchemar pour suivre la bureaucratie et obtenir l'accréditation. Et il faut penser à éliminer toutes les barrières injustes. Il y a aussi nécessité de renforcer des capacités. Toutes capacités et capabilités doivent être renforcées afin de permettre les communautés et les pays les plus vulnérables de pouvoir répondre à la hauteur des attentes. Nous avons aussi besoin de l'innovation, qui est un mot répandu. Au niveau international, la plupart des discussions et des débats doivent parler de l'innovation et sa contribution à la résilience et comment les innovations atteindront les communautés à la base. La justice climatique ne sera réalisée que si les vulnérables sont impliqués dans toutes les activités et actions climatiques. À ce stade, pour vous donner quelques exemples, afin de renforcer un peu le goût, s'il faut identifier ces solutions, ces mesures, ces stratégies au niveau international, je vous donnerai des exemples des contributions déterminées au niveau national. Et il faut penser au CDN comme les parcours de la réalisation de justice climatique. Les CDN, les manières dont les pays communiquent de leurs activités liées à la lutte contre le changement climatique, doit prendre en compte le fardeau disproportionné à l'égard des pauvres et des vulnérables pour que les CDN ne parlent pas seulement de la réduction de carbone. La décarbonation ne doit pas remplacer l'autonomisation. Il faut autonomiser les communautés pauvres, les communautés vulnérables à travers le processus des CDN pour pouvoir aussi attacher les autres priorités nationales, les plans d'adaptation, les plans locaux. Et les pays doivent saisir cette opportunité pour communiquer comment les citoyens dans les zones particulières sont touchés, sont affectés et comment nous pouvons leur soutenir. C'est une opportunité très importante pour faire un travail de ciblage et de donner un soutien aux communautés vulnérables. À la dernière COP, nous avons entendu du Fonds sur les pertes et préjudices une nouvelle modalité. Et il faut identifier des nouvelles modalités émergentes qui vont au-delà de l'adaptation et d'atténuation et aussi galvaniser cette approche de négociation ciblée. Au sein de l'Afrique et dans les pays du Sud, il y aura des groupes de négociateurs et les classes des négociateurs qui feront entendre la voix des plus vulnérables et aussi apporter l'action. En plus, les solutions novatrices, maintenant en Afrique, il existe des systèmes d'alerte précoce qui nous avertit lors des catastrophes naturelles qui affectent les communautés et les ménages les plus pauvres pour que l'alerte précoce mène aussi à l'action précoce afin de réduire la vulnérabilité et l'exposition. Pour que les pluies et les inondations viennent, mais que les gens ne soient pas surprises. Et c'est une chose très importante. Diapo suivante. Et nous pensons à une autre couche au niveau de la société civile et des ONG.
l'une des manières d'identifier des solutions, des mesures, des politiques et des stratégies. Les ONG et les OSC sont très critiques dans la rédaction, la sensibilisation et le plaidoyer fait par les OSC pour conduire l'agenda. Et elle commence de la base jusqu'au niveau international. Si vous vous rappelez de la COP 27 qui s'est passée à Sharm el-Sheikh, il y a eu 3178 ONG accréditées et des organismes communautaires de base présents. Ça vous démontre la croissance au niveau de la portée et de la reconnaissance et aussi dans la fixation de l'agenda lié à la lutte contre le changement climatique. Les OSC doivent être considérés comme les catalyseurs de changement des politiques. Il existe un moyen pour qu'ils façonnent des politiques liées à l'action climatique et au changement climatique. Ils jouent aussi un rôle important de redevabilité pour tenir responsable des gouvernements et demander des comptes pour que les gouvernements tiennent leurs engagements et assurer que la politique au niveau national n'oublie pas les pauvres et les vulnérables. Souvent, les politiques venant de l'amont vers l'aval ignorent les personnes pauvres et vulnérables. Nous disons souvent que les pauvres sont négligés et personne ne tient compte de leur sort, mais c'est la faute de leur gouvernement. Ce n'est pas à pointer du doigt les organisations internationales et l'ONU. Ce sont les gouvernements qui n'agissent pas. Les ONG et les OSC galvanisent aussi les coalitions et l'action amplifiée. HIC, c'est une coalition, c'est un organisme fêtier et fédérateur qui joue un bon exemple que les grands réseaux des actions climatiques nous démontrent que c'est la belle voie à suivre. Et ce n'est pas une seule organisation qui doit conduire cette lutte. Ensuite, au niveau des communautés, les manières par lesquelles les solutions émergent pour toucher au corps du problème et apporter des solutions à la justice climatique, c'est que les communautés elles-mêmes signalent les questions de justice et d'équité. Si vous siégez au sein des Nations Unies ou au niveau du Conseil administratif et vous parlez de la nécessité d'atténuation et d'adaptation des actions de changement climatique, parfois les questions ne sont pas claires à dévoiler. J'ai fait des travaux de rédaction politique à différents niveaux, mais au niveau d'aller sur terrain comme chercheur, c'est à ce moment que j'ai constaté la nature sérieuse du problème. Les communautés parlent de justice et d'équité dans la question de changement climatique. Les communautés soulignent les problèmes et c'est comme une approche de témoignage venant de ces communautés. Les communautés ont le pouvoir d'agence mobilisée. La plupart de la main-d'œuvre et des efforts significatifs qui se font au niveau de l'action climatique à la base, c'est gratuit. Les groupes comme SDI et les organismes communautaires de base pour l'action climatique, c'est à cause du pouvoir d'agence mobilisée qu'il doit être reconnu dans la reconnaissance de toute solution ou le développement de toute réponse. Les pratiques de résilience aussi ressortent de ce niveau. Au niveau de la base, la plantation d'arbres, la stabilisation des banques et les communautés sont des travailleurs de première ligne sur les impacts d'actions climatiques et même la réduction des risques liés aux catastrophes. Il n'existe pas de structures élaborées et existantes dans plusieurs pays. Ce sont les communautés qui se débrouillent elles-mêmes. Il y a aussi une croissance dans la reconnaissance du fait que le potentiel des efforts collaboratifs et la coproduction, travaillant avec les communautés, nous aide à réaliser nos objectifs d'équité et de justice. Je dirais même qu'il existe une lacune grande si les communautés et les personnes impliquées et touchées ne travaillent pas ensemble pour réaliser ces objectifs d'équité. Comment réaliser l'équité et la justice sans impliquer les communautés? Ça va être insaisissable. Il faut aussi élargir l'élément de la gouvernance inclusive. Les communautés aussi nous donnent des parcours pour la justice épistémique. Nous parlons de la voie par laquelle les connaissances peuvent être reconnues et appliquées de manière implicite. En guise de conclusion, pour l'identification des solutions, nous avons aussi l'opportunité post-Covid. Je crois la pandémie de coronavirus est venue nous démontrer combien les communautés ont été touchées et affectées
mais ça nous laisse avec la leçon restante que les injustices subies au niveau de la communauté, surtout les personnes les plus vulnérables et en bas de la pyramide, n'est pas partie. Et les leçons de COVID-19 peuvent nous aider à revigorer la campagne de justice climatique. La plupart des communautés et les organisations qui étaient actives au niveau de COVID, nous devons vraiment réémerger. Et je vais vous donner quelques exemples en guise de conclusion. Voilà quelques projets. Vous pouvez être au courant de ces projets car ils nous ont donné une pléthore d'exemples de comment les actions locales, les actions ordinaires, les innovations au niveau local pourraient aider à combler les lacunes en politique et pratique. À gauche, il y a l'insistance sur la coproduction, la justice épistémique et les capacités renforcées pour traiter les injustices, notamment dans les milieux urbains, qui va vous aider à avoir des exemples. Un exemple clair, ce sont des structures de gouvernance multifacettes en Sierra Leone qui ont été utilisées et sont utilisées pour résoudre tous les défis liés au développement, y compris sans s'y limiter les actions d'adaptation au changement climatique. Et si vous passez à la diapositive suivante, vous voyez l'agrégation des acteurs communautaires à différents niveaux, des groupes à différents niveaux qui viennent ensemble et qui influencent les processus au niveau des milieux urbains, au niveau des villes, pour assurer la continuité des actions. L'une des solutions que nous avons besoin, c'est la poursuite des actions de façon continue, que ce n'est pas une ONG qui agit en isolement. La continuité d'action est critique pour soutenir et pour aider les actions au niveau le plus bas. Voilà quelques exemples des innovations sur cette diapositive. Dans les zones touchées par la sécheresse en Afrique de l'Est, il existe une émergence de l'irrigation solaire. On commence à utiliser le soleil pour faire l'irrigation dans des grands champs agricoles. C'est l'une des stratégies de résistance à la sécheresse afin d'alimenter et de continuer à nourrir les populations. On va voir comment les déchets peuvent être réutilisés, recyclés. Et voilà dans ces images des exemples des pratiques novatrices. La dernière diapositive et puis la conclusion. Il faut profiter de l'opportunité qui nous a été offerte par la COVID-19. COVID-19 a été une opportunité de réflexion. Les gens se sont retournés à la normale très rapidement. Mais les leçons pendant la pandémie COVID-19 sont très importantes, surtout pour les communautés les plus pauvres et les communautés qui sont touchées par les effets de changement climatique, afin de voir comment ces leçons, comment ces mesures, comment ces agents, ces pratiques, ces mesures pourraient être utilisées pour résoudre la question de justice climatique. Il y a quelqu'un qui a appelé COVID comme le virus de l'inégalité. Il faut rapporter la conversation et des leçons de cette pandémie. En guise de conclusion, il faut aborder la question de justice climatique et penser au rôle et responsabilités des différents acteurs. Du niveau international jusqu'au niveau communautaire, tout le monde a un rôle à jouer. Il existe une intersectionnalité, ce qui doit être l'impératif, non seulement la réduction des émissions au niveau des communautés, mais aussi au niveau des personnes plus touchées pour créer un monde plus juste et plus équitable. Voilà la bannière globale pour laquelle nous devons adresser des questions de changement climatique et de justice climatique. Ce ne sont pas seulement les émissions, c'est d'avoir un monde plus juste et équitable. Et c'est à nous de soutenir le pouvoir d'agence des communautés les plus affectées. C'est une grande chose pour les personnes qui travaillent à la base que les solutions sont mieux conçues, mieux exécutées et mieux adaptées au niveau de la base. Voilà où je vais m'arrêter pour vous donner un peu de goût de cette grande du docteur Emmanuel. Donc, nous attendons vos questions, vos réactions, afin que le docteur Emmanuel puisse y apporter des solutions ou des réponses. Aussi, il faut noter, on veut aussi, nous voudrons aussi savoir quelles sont les solutions, quelles sont les mesures et les stratégies
que vous mettez en œuvre dans votre région ou dans votre localité. Donc voilà autant de préoccupations que nous vous posons. Nous vous passons la parole. Oui, nous restons à votre écoute. Vous n'avez pas de préoccupation, pas de questions au sujet de l'intervention du docteur Emmanuel. Et nous avons 20 minutes pour cela. Bon, nous avons 20 minutes pour les échanges, les questions-réponses. Si vous avez des stratégies que vous développez, mettez en place, n'hésitez pas. Oui, Laura, la parole. Thank you, Dr. Emmanuel, for the very inspiring talk. I wanted to ask you your opinion on something since you've worked in so many different countries and different places. You talked about the policy catalysts, helping at the policy level. Vous avez parlé du soutien au niveau politique. Et les approches participatives au niveau de terrain. Et il y a aussi donc des pays qui sont autocrates. Des fois, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour développer les politiques. Et nous avons aussi cette lutte au niveau de base pour tous les niveaux, pas seulement l'environnement ou le climat. Donc, je voulais demander si vous avez des idées sur comment les OSC ou les personnes qui travaillent sur ce secteur pourraient travailler dans des niveaux différents, sans fatiguer, s'épuiser et avoir un moyen de travailler de façon participative. Merci pour cela, Laura. Et vous avez raison. Je pense que dans plusieurs juridictions, c'est un luxe pour pouvoir engager. Et la plupart du temps, les groupes militaires et les ONG sont placés sur un chemin de conflit avec le gouvernement. Mais je pense qu'il y a de la place pour manœuvrer. Il y a de l'opportunité dans ces espaces où il y a l'opportunité pour pouvoir amplifier les voix par d'autres moyens ou d'autres voix qui ne sont pas les vôtres. Et je pense que c'est là où on a l'opportunité, dans les espaces où la lutte était répressive. C'est là où on pourrait maintenant réseauter et c'est là où on pourrait faire entendre les voix au-delà du gouvernement et pour avoir l'attention du monde. Et aussi penser à des plateformes et des forums différents où ce message pourrait être mieux reçu, pas seulement attendre le gouvernement. Il y a plus d'accès dans les espaces pour les ONG pour pouvoir parler au niveau international. Et cela attire l'attention à chaque fois. Et si vous considérez les luttes différentes restantes sur la gestion des déchets numériques ou digitaux ou informatiques, il y a eu des pétitions, il y a eu des ONG qui ont apprêté leur voix dans d'autres espaces. Au Ghana, ce n'était pas les initiatives au Ghana qui ont apporté le changement, qui ont déclenché le changement, mais c'était des journalistes qui ont parlé à Al Jazeera et on a eu cette pression externe qui a engendré le changement. Donc, je pense que la coproduction, c'est un processus élaboré. Et j'ai découvert en travaillant avec différents groupes que on a besoin des alliés. Et vous serez surpris qu'il y a toujours un allié quelque part. Il y a toujours l'opportunité pour créer des relations. Et la coproduction, c'est aussi
un processus de réseauté. Et à chaque fois que vous avez un blocage, il faut réessayer, réessayer. J'ai vu cela marcher très bien à Freetown, où les autorités travaillent avec les groupes communautaires. Donc maintenant, les évictions et les menaces d'éviction ont beaucoup réduit. Et avant cette époque, il y a eu une grande vague d'évictions ou d'expulsion de terres. Et le relancement de la campagne avec les fédérations et avec le leadership municipal était un point de sauvegarde. Donc, c'est toujours difficile d'avoir une solution globale, mais il y a toujours cette opportunité pour identifier où on a la possibilité d'identifier les opportunités, de cartographier les opportunités, de voir qui sont mes alliés, où sommes-nous rencontrés et quelle porte est-ce qu'on pourrait ouvrir ensemble demain, où est-ce qu'on pourrait trouver des alliés, qui pourrait nous permettre à ouvrir d'autres portes, qui pourrait parler au gouvernement derrière les coulisses pour leur dire on n'aime pas ça, mais on va pouvoir soutenir parce que dans leur capacité, ils ne peuvent pas annoncer certaines choses, mais derrière les coulisses, il y a des choses qu'ils vont dire. C'est juste pour vous donner un petit peu le goût de toute la carte. Ce n'est pas facile, c'est une campagne qui demande beaucoup, mais on doit continuer la lutte. Merci, docteur Emmanuel. Merci. Anna Pastor. Anna Pastor est là? Elle a levé la main. Si Anna Pastor a toujours la main levée, si elle veut poser sa question, si elle n'est plus là, on peut passer la parole à Mahamed. Mahamed, si vous êtes disponible, posez la question. Anna? La question. Hilary et Maha, il y a deux personnes qui parlent. Donc, Qui a la parole? donc Ok, Hilary Hilary. d'abord, et puis Maha, Ok, et puis Anna. ok. Thank you. Merci, merci, Dana. Donc, ma question est sur la question d'avoir une approche générale sur les stratégies d'atténuation en termes de dire pour le Sud global, par exemple, pour dire qu'en Afrique, peut-être on contribue à seulement 3% des émissions. Et ma question est-ce qu'on doit avoir une approche générale pour dire qu'on doit réduire les émissions ou est-ce que nous, comme les pays africains, pourraient prendre la position où nous disons que nous devons aussi émettre parce que les pays développés font le lobbying pour le, le transfert de technologie et c'est très cher quand cela concerne l'Afrique, mais peut-être on pourrait avoir une approche pour les pays sud en termes des approches d'atténuation et des stratégies d'atténuation. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question intéressante.
Euh, Actuellement, cela se passe toujours. Il y a des approches différentes. C'est pourquoi on parle des négociations. Avant 2015, les négociations étaient guidées par des responsabilités différenciées, mais communs. Il y avait des préoccupations communes, mais il y avait des approches différentes où on avait des pays développés, séparés des pays en voie de développement. Mais après 2015, on s'est convenu que tout le monde devait faire quelque chose pour les réduire, ces émissions. Parce que le point clé est que les émissions croissantes continuent à être moteurs pour le changement climatique. Les préoccupations maintenant, c'est que l'Afrique, historiquement, ceux qui ne sont pas beaucoup responsables doivent continuer à émettre. Donc, peut-être maintenant, on va maintenant parler de la contribution déterminée nationale. Chaque pays a le droit de dire ce qu'il va dire, il va faire pour réduire ses émissions. Et les NBC suivent les plans d'adaptation de chaque pays et on travaille avec des concepts pour montrer qu'il y a euh, des, euh, des actions qui correspondent au pays. Et c'est ça le terme mathématique. L'effet net voudrait dire qu'une augmentation dans la transformation et les industries aura un effet qui sera mitigé ailleurs. Donc, net zéro voudrait dire que on a une approche équilibrée d'atténuation pour que l'effet global, selon la base de 2019, est réduit. Donc, il y a une opportunité pour les pays développés et euh, les pays négociateurs ont pris cette opportunité. L'Afrique est représentée par des pays négociateurs dans le groupe de négociation et ils ont déjà pris l'opportunité euh, euh, pour lutter pour ces besoins, mais il y a toujours les besoins de reconnaître que nous avons quelque chose à faire. Ce n'est pas seulement la question d'arriver à la nette ou les chiffres agrégés, mais c'est la principe. Quand on parle de la justice et quand on passe au côté juridique, sous la justice ou les bases de la justice, c'est que les émissions ne sont pas bonnes. Et quand on n'est même pas responsable, c'est une bonne chose que, où les pays en voie de développement sont dans ce groupe qui dit qu'on doit réduire ces émissions. C'est le principe qui est clé dans ce cas-là. Je pense que OK. je vais modérer pour le moment. Oui, oui, je suis La là. fin est... Daïda. Allô? Oh là. Allô? OK, docteur Emmanuel. Voilà. Nous pouvons passer la parole. Nous avons 5-6 minutes. Est-ce que Maha Ahmed est là? Oui, Anna Pastor est là? C'est là qu'elle pose sa question, s'il vous plaît. Maha Ahmed? Anna? La personne qui est prête à prendre la parole. Je suis directrice du programme des droits dans la commission des droits et en même temps, je suis directrice du programme sur les droits sociaux. Quelquefois, on n'arrive pas
euh, à réaliser nos objectifs avec